Ma fille a oublié de raccrocher. J'ai entendu « Il est temps qu'il aille en maison de retraite. C'est un fardeau. » Je n'ai rien dit, mais à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai vendu la maison pour 890 000 euros. Ils sont revenus de leur voyage d'affaires, tout sourire, mais une surprise les attendait. Les clés n'entraient plus dans la serrure. Ils ont trouvé une note sur le seuil de la porte et, après l'avoir lue, ils se sont mis à hurler. C'est là que j'ai compris qu'ils n'allaient pas en rester là. Ce n'était que le début. Le téléphone a sonné au moment où je raclais les dernières bouchées de hachis parmentier de mon assiette. La recette d'Hélène, même si le mien n'avait jamais tout à fait le même goût sans sa touche personnelle. J'ai jeté un œil à l'écran et j'ai souri malgré moi. « Camille, papa, comment tu tiens le coup ?» Sa voix avait cette chaleur familière qui me serrait toujours la poitrine, un mélange d'amour et de solitude. Je me suis installé dans le vieux fauteuil en cuir d'Hélène, le cuir usé et lissé par des années de lecture en soirée. « Oh, tu me connais, ma chérie, je viens de finir de dîner et j'allais regarder le journal. » Je n'ai pas précisé que c'était en les restes d'il y a 3 jours, ni que j'avais passé une bonne partie de l'heure à fixer la photo d'Hélène sur la cheminée. « Tu manges assez ? Tu sais que tu peux faire tes courses en ligne maintenant, non ? Je t'ai montré l'application. »« Je mange à ma faim, » l'ai-je interrompu doucement. Même si je me suis fait une petite frayeur hier, j'ai oublié d'éteindre la plaque sous ma cafetière. Heureusement que j'ai senti l'odeur de brûlé depuis le salon. Il y eut un silence. Je pouvais l'imaginer froncer les sourcils, de cette manière qu'elle tenait de sa mère. Le même petit pli entre les sourcils. « Papa, peut-être qu'on devrait parler de trouver quelqu'un pour passer te voir plus régulièrement. » Jérémie pense « Je vais bien, Camille. Vraiment. Comment se passe ton voyage d'affaires? Vous êtes à Marseille, c'est ça? » Oui, le séminaire se termine demain. Jérémie s'est occupé de la plupart des rendez-vous clients pendant que je subissais des présentations interminables sur les tendances du marketing digital. Elle a ri, mais le rire sonnait faux. « Écoute, papa, je vais devoir te laisser. Jérémie et moi avons un dîner avec des investisseurs potentiels. » « Bien sûr, ma chérie, je t'aime. »« Moi aussi, papa. Prends bien soin de toi, d'accord ?» J'ai entendu un clic, puis des bruissements. Elle a dû laisser tomber le téléphone dans son sac, ai-je pensé, en tendant la main pour raccrocher de mon côté. Mais j'ai alors entendu des voix, étouffées, mais suffisamment claires, à travers le micro de son téléphone. « Jérémie, tu vois bien comment il se dégrade. » La voix de Camille, qui n'avait plus rien de chaleureux ni de bienveillant. Il a oublié d'éteindre la cuisinière hier. Et s'il mettait le feu à la maison? Ma main s'est figée sur le combiné. Un froid glacial s'est répandu dans ma poitrine. Il est temps de le mettre en EHPAD, Camille. La voix de Jérémie, froide et pragmatique. Il devient un fardeau, et tu le sais. Ton père est un homme bien, mais il ne peut plus vivre seul. La maison vaut presque 1 million maintenant. Le ton de Camille était passé au calcul pur. Avec le marché immobilier de Lyon, on pourrait probablement en tirer 900 000 euros, peut-être plus. Exactement. Jérémie semblait satisfait. On pourrait la vendre, le placer dans un endroit correct, pas trop cher, et enfin acheter cette maison dans les monts d'or qu'on a repérée, celle avec la vue. Ma fille a ri. Elle a vraiment ri. Mon Dieu, Jérémie, tu aurais dû le voir ce soir, tellement reconnaissant d'avoir de mes nouvelles. Il ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Plus on attend, plus il deviendra confus. On devrait agir tant qu'il nous fait encore entièrement confiance. Le téléphone m'a glissé des doigts engourdis, tombant avec un bruit sec sur le parquet qu'Hélène et moi avions posé ensemble il y a 23 ans. Chaque lame posée de mes propres mains, chaque clou enfoncé en pensant à l'avenir de notre famille. Je suis resté assis dans le silence soudain de ma maison vide, fixant la photo d'Hélène. Ses yeux semblaient sonder les miens avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la déception, un avertissement, ou peut-être simplement cette terrible connaissance qui vient à ceux qui ont déjà quitté ce monde. L'horloge comptoise dans le couloir, le cadeau d'anniversaire de mariage d'Hélène il y a 15 ans, égrenaient les secondes dans l'obscurité grandissante. Dehors, les premiers grillons du printemps entamaient leur chant du soir dans le jardin qu'Hélène avait planté et que j'entretenais encore. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine, remplaçant la chaleur que j'avais ressentie en entendant la voix de ma fille quelques instants plus tôt. Mes mains, burinées par des décennies de travail dans le bâtiment, se sont lentement refermées en poing. Ils me considéraient comme un fardeau. Ils me croyaient confus,
sans défense, prêts à être gérés et mis au rebut. Ils dépensaient déjà mon argent, planifiant déjà leur nouvelle vie sur les ruines de la mienne. Mais je n'étais pas encore mort, et j'étais loin d'être aussi confus qu'ils le croyaient. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, dans le noir, le visage d'Hélène me regardant depuis le cadre en argent sur la table d'appoint. La maison semblait différente maintenant, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu la trahison de ma fille et retenaient leur souffle. Mes jambes étaient instables quand je me suis finalement levé pour allumer une lampe. La lumière chaude a éclairé le salon que nous avions meublé pièce par pièce. Chaque objet choisi avec soin et acheté grâce à nos économies et nos sacrifices. Le canapé Bordeaux où Camille avait l'habitude de se blottir pour faire ses devoirs. La table basse que j'avais construite dans le garage, la ponçant jusqu'à ce qu'elle soit lisse pendant qu'elle jouait à mes pieds. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieilles factures et les papiers. Mes doigts ont trouvé le dossier que je cherchais sans même y penser. 20 ans de documents financiers que je n'avais jamais jetés parce qu'Hélène disait toujours « On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin ». Les quittances des frais de scolarité de son école de commerce, 48 000 € sur 4 ans. Je me souvenais de ces journées de travail double, rentrant à la maison avec de la poussière de ciment dans les cheveux et du plâtre sous les ongles. Hélène m'attendait avec un café et me massait les épaules pendant que je payais les factures à cette même table de cuisine. « Henri, tu vas te tuer au travail », m'avait-elle dit un soir, en me regardant calculer comment payer le semestre de printemps de Camille. Elle mérite mieux que ce que nous avons eu, Hélène. Elle est assez intelligente pour tout réussir. Hélène m'avait embrassé le sommet du crâne. Fais juste attention à ne pas lui donner tellement qu'elle en oublie d'être reconnaissante. J'aurais dû l'écouter. Mon Dieu, j'aurais dû l'écouter. Les factures du mariage étaient là aussi. 32 000 € pour une seule journée. J'avais dit à Camille que nous pouvions nous permettre 5 000 €, peut-être 8 000 € en se serrant la ceinture. Mais elle avait pleuré, vraiment pleuré, en disant qu'elle voulait le mariage de ses rêves. J'avais travaillé tous les week-ends pendant 6 mois à poser du parquet pour un ami entrepreneur qui me payait au noir. « Papa, tu es le meilleur père du monde », m'avait-elle murmuré pendant notre danse, sa tête sur mon épaule, sa robe de mariée bruissant contre mon smoking de location. Je n'oublierai jamais ça, mais elle avait oublié. Tout comme elle avait oublié qui s'était porté garant pour son premier prêt auto quand son dossier n'était pas assez solide. Tout comme elle avait oublié qui avait passé des coups de fil pour lui obtenir ce poste en marketing quand elle était au chômage pendant 8 mois après son diplôme. J'ai trouvé les relevés bancaires d'il y a 2 ans, après que Jérémy a perdu son poste de conseiller financier pour des raisons qu'ils n'ont jamais complètement expliquées. Ils avaient emménagé temporairement, juste le temps que Jérémy trouve autre chose. Je ne leur ai jamais demandé de loyer. J'ai payé l'augmentation des factures d'électricité et de gaz, j'ai fait les courses pour 3 adultes au lieu d'un veuf solitaire. Jérémy me tapotait l'épaule en m'appelant « l'homme le plus généreux de la région lyonnaise ». Camille me serrait dans ses bras et disait « Papa, on te remboursera dès qu'on sera sur pied ». Ils étaient sur pied depuis plus d'1 an maintenant, tous deux avec de bons emplois, gagnant plus d'argent que je n'en avais jamais eu. Mais ils n'avaient jamais mentionné de déménager, jamais mentionné de me rembourser. Le dîner d'anniversaire que j'avais payé le mois dernier, 200 € dans ce restaurant chic du centre-ville parce que Jérémy disait qu'il méritait de fêter ça. La facture de réparation de la voiture que j'avais couverte quand la BMW de Jérémy avait eu besoin d'une nouvelle boîte de vitesse, 3 000 € qui avait vidé mon fonds d'urgence. Henri est comme un père pour moi, avait dit Jérémy à ses amis lors de leur dernier barbecue, son bras autour de mes épaules. J'ai tellement de chance d'être entré dans cette famille. J'avais été fier, vraiment fier, d'être le beau-père généreux, l'homme qui prenait soin de sa famille, peu importe le coût. Je suis monté dans notre chambre, celle d'Hélène et moi, toujours inchangée après 2 ans. Sa boîte à bijoux était sur la commode, ses lunettes de lecture pliées à côté de la lampe. J'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais nos papiers importants et j'ai sorti notre acte de propriété original. Henri et Hélène Dubois, acquis en 1999. Pas d'hypothèque, pas de co-emprunteur, pas de complications. À mon seul nom maintenant qu'Hélène était partie. Debout là, dans la chambre où Hélène avait passé ses derniers jours, entourée de tout ce que nous avions construit ensemble, j'ai senti quelque chose changer en moi. La blessure était toujours là, aussi vive que du verre brisé. Mais en dessous,
quelque chose de plus dur se formait. Il voulait me mettre de côté et vendre le travail de toute ma vie. Il me croyait trop vieux, trop confus, trop reconnaissant de leur attention pour me battre. J'ai regardé la photo d'Hélène sur la table de chevet, me souvenant de sa voix toutes ces années auparavant. Ne lui donne pas tellement qu'elle en oublie d'être reconnaissante. Eh bien, Hélène, notre fille avait définitivement oublié, mais elle était sur le point de se rappeler que son vieux père n'était pas aussi démuni qu'elle le pensait. Je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti la carte de visite que je gardais dans mon tiroir depuis 3 ans. Maître Durand, avocat spécialisé en droit immobilier, Hélène avait insisté pour que nous le rencontrions après son diagnostic de cancer, juste pour nous assurer que nos affaires étaient en ordre. Il était temps pour une autre consultation. Le lendemain matin, j'ai traversé ma maison comme un étranger la voyant pour la première fois. Mais au lieu de voir un foyer, je voyais ce que Camille et Jérémy voyaient, des mètres carrés, une valeur marchande, des actifs liquides. Dans la cuisine, j'ai passé la main sur le plan de travail en granit que j'avais installé moi-même, travaillant à la lumière d'une lampe de chantier après ma journée de travail, parce que nous n'avions pas les moyens d'embaucher des artisans. Hélène avait choisi le motif, un gris moucheté avec des veines dorées qui attrapaient que la lumière du matin. Elle avait fait le café sur ce comptoir tous les matins pendant 16 ans, jusqu'à ce que le cancer lui ôte ses forces. Je me suis souvenu du matin de Noël où Camille, à 3 ans, avait fait ses premiers pas chancelants, juste ici, du réfrigérateur au bras tendu d'Hélène. Nous avions tous les deux pleuré de joie, Hélène soulevant notre fille et la faisant tourner pendant que je cherchais désespérément l'appareil photo. « Notre bébé marche dans notre maison », avait murmuré Hélène, les larmes coulant sur son visage. Dans la maison que nous avons construite pour elle. Le salon contenait 25 ans de matin de Noël. Je pouvais encore voir le visage de Camille, à 7 ans, s'illuminer à la vue de la maison de poupée. J'avais passé 3 mois à la construire dans le garage, travaillant en secret après qu'elle soit allée se coucher. Hélène avait cousu de minuscules rideaux pour les fenêtres, fabriqué des meubles miniatures avec du carton et des chutes de tissu. « Papa, elle est comme notre maison !» s'était exclamé Camille, et c'était vrai. J'en avais fait une réplique parfaite, jusqu'à la petite baie vitrée qui représentait sa chambre. Cette baie vitrée m'avait coûté 6 mois d'heures supplémentaires. Hélène l'avait vue dans un magazine et était tombée amoureuse de l'idée de lire là l'après-midi. J'avais appris à couper des angles que je n'avais jamais coupés auparavant, mesurer et remesurer jusqu'à ce que mon dos me fasse mal à force de ramper autour du cadre. « Henri, on ne peut pas se le permettre », s'était inquiétée Hélène en me voyant tracer des marques sur le mur. « Tu le veux, tu l'auras », lui avais-je dit. « Je vais me débrouiller. » Je suis monté dans l'ancienne chambre de Camille, toujours peinte du jaune pâle qu'elle avait choisi pour son 16e anniversaire, toujours décorée de photos de ses amis du lycée et de souvenirs d'université. La chambre où je l'avais bercée pendant ses nuits de coliques quand elle était bébé, où Hélène et moi l'avions aidée avec ses devoirs de maths sur le petit bureau blanc que j'avais construit pour qu'il s'intègre parfaitement sous la fenêtre. La chambre principale était la plus difficile. Du côté du lit d'Hélène, il y avait encore son verre d'eau sur la table de chevet, son marque-page indiquant toujours la page 247 du roman qu'elle ne finirait jamais. J'avais construit ces dressings de mes propres mains, conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement à la taille d'Hélène. Ses vêtements y étaient toujours suspendus, sentant encore faiblement son parfum. C'était la pièce où nous avions planifié notre avenir, où nous avions murmuré nos rêves pour Camille, où Hélène était morte en me tenant la main pendant que les machines bipaient autour de nous. « Promets-moi que tu ne les laisseras pas profiter de toi », avait-elle dit vers la fin, sa voix à peine un murmure. « Tu es trop bon, Henri, trop généreux. Promets-moi de prendre soin de toi. » J'avais promis, mais je n'avais pas tenu cette promesse, n'est-ce pas ? Dans mon bureau, j'ai trouvé le dossier de photos de construction qu'Hélène avait conservé, des photos de moi coulant les fondations au printemps 1999, 25 ans plus jeune et 20 kilos plus musclé. Moi et mon équipe installant la charpente. Hélène avec son casque de chantier nous apportant de la limonade les jours de grande chaleur. Son ventre commençant tout juste à s'arrondir, portant Camille. Les archives financières de ces années-là racontèrent l'histoire que les photos d'Hélène ne pouvaient pas raconter. 2e hypothèque, prêt personnel de mon frère.
Hélène prenant un travail à temps partiel à l'école du quartier pour aider à payer les matériaux. Nous avions mangé des haricots et du riz pendant des mois, conduisions des voitures qui tenaient avec de la prière et du ruban adhésif. Mais nous avions construit cette maison avec notre sueur, nos sacrifices, notre amour l'un pour l'autre et pour la famille que nous créions. Et maintenant, ma fille, le bébé qui avait fait ses premiers pas dans cette cuisine, l'enfant qui avait joué dans le jardin que j'avais aménagé à la main, voulait tout vendre et me mettre de côté comme un meuble encombrant. J'ai pris la carte de visite de Maître Durand de mon tiroir. Les bords étaient usés après 3 ans à la manipuler, mais le numéro de téléphone était toujours lisible. Camille et Jérémie pensaient avoir affaire à un vieil homme confus qui serait reconnaissant pour la moindre miette d'attention qu'il lui jetterait. Ils me croyaient faible, sans défense, prêt à leur céder le travail de toute une vie sans me battre. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. J'ai composé le numéro de Maître Durand et j'ai écouté la sonnerie, mes mains aussi stables que la pierre. Dehors, la matinée de printemps était claire et lumineuse. Le genre de journée qu'Hélène aimait, le genre de journée pour de nouveaux départs. Le cabinet d'avocats Durand et Associés occupait le premier étage d'un modeste immeuble en briques de l'avenue Berthelot, le genre d'endroit spécialisé dans l'aide aux gens ordinaires avec de vrais problèmes plutôt que dans l'impression de clients fortunés. J'avais choisi mon plus beau costume, celui gris anthracite qu'Hélène m'avait choisi pour porter à son enterrement, et j'étais arrivé 15 minutes en avance, mes mains ne tremblant que légèrement en m'inscrivant à la réception. Maître Durand était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 55 ans, avec des tempes grisonnantes et l'air patient d'un homme qui avait entendu toutes les histoires d'horreur familiale au moins 2 fois. Son bureau était tapissé de livres de droit et de photos de famille. Une femme, 2 adolescents, un golden retriever, le genre de vie normale qu'Hélène et moi avions essayé de construire. Monsieur Dubois, heureux de vous revoir. Maître Durand me versa un café d'une petite machine dans le coin, l'odeur riche emplissant l'espace entre les documents juridiques et les classeurs. Je me souviens de vous et d'Hélène il y a quelques années. Je suis désolé pour votre perte. Merci. J'ai accepté le café, surpris de la fermeté de ma voix. Je dois discuter de quelque chose de délicat concernant ma fille et mon gendre. Maître Durand s'installa derrière son bureau, stylo à la main. Je vous écoute. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, la conversation surprise, leur plan pour vendre ma maison et me mettre en maison de retraite. L'expression de Maître Durand n'a jamais changé, mais je l'ai surpris en train de secouer légèrement la tête lorsque j'ai décrit leur empressement à dépenser mon argent pour la maison de leurs rêves dans les Monts d'Or. Malheureusement, Monsieur Dubois, ce genre de situation est plus courant que vous ne l'imaginez. Maître Durand posa son stylo et se pencha en arrière dans son fauteuil. Les enfants adultes supposent souvent qu'ils savent ce qui est le mieux pour leurs parents vieillissants, surtout lorsque des biens de valeur sont en jeu. Mais ils ne peuvent rien faire concrètement, n'est-ce pas? Je veux dire légalement. Commençons par les bases. La maison est à votre seul nom depuis le décès de votre femme, c'est exact? C'est exact. Hélène et moi la possédions en commun, mais à sa mort, elle m'a été transférée automatiquement. Alors, légalement parlant, votre fille et votre gendre n'ont absolument aucun droit sur votre propriété. Ils ne peuvent pas la vendre, ne peuvent pas vous forcer à entrer dans un établissement de soins, ne peuvent prendre aucune décision concernant vos biens sans votre consentement explicite. Maître Durand a sorti un bloc-notes de son tiroir et a commencé à prendre des notes. La maison vous appartient. Point final. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par quelque chose de plus vif. Donc, si je voulais la vendre moi-même, vous pourriez la mettre sur le marché demain si vous le souhaitiez. C'est votre propriété, votre décision. Maître Durand leva les yeux de ses notes. Puis-je vous demander pourquoi vous envisagez cette option? J'ai pensé au rire de Camille quand elle m'avait traité de fardeau, au calcul froid de Jérémie sur ma valeur à 25 ans de sacrifice réduit à une transaction immobilière. Ils me croient sans défense, confus. Ils pensent qu'ils peuvent me gérer comme un bien. Mes mains se sont crispées autour de la tasse de café. Peut-être qu'il est temps que je leur montre à quel point mon esprit est vif. Maître Durand resta silencieux un instant, étudiant mon visage. Le marché immobilier de Lyon est incroyablement dynamique en ce moment, surtout dans votre quartier. Les propriétés se vendent en quelques jours, souvent avec des offres au comptant au-dessus du prix demandé.
Il fit une pause. Si vous étiez sérieux à l'idée de vendre rapidement, avant que votre fille et votre gendre ne reviennent de leur voyage, à quelle vitesse cela pourrait-il se faire? Avec le bon acheteur, et il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent des biens comme le vôtre, nous pourrions conclure une vente en 1 semaine, peut-être moins. Maître Durand se pencha en avant. Mais Monsieur Dubois, c'est une décision majeure. Une fois que vous vendez, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai construit cette maison de mes propres mains, Maître Durand. Chaque planche, chaque clou, chaque détail sur mesure. Je sais exactement ce que je fais. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des aspects pratiques, des estimations de la valeur marchande, des réseaux d'acheteurs au comptant, des exigences légales. Maître Durand a expliqué qu'il pourrait tout préparer en 24 heures si j'étais sérieux. Les frais de consultation sont de 200 €, dit Maître Durand alors que je me préparais à partir. Si vous décidez d'aller de l'avant, cela s'appliquera à mes honoraires pour la vente. J'ai payé en espèces, me sentant plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. En marchant vers ma voiture sous le soleil printanier, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Le nom de Camille est apparu sur l'écran et pour la première fois depuis sa trahison, j'ai souri. Le téléphone a sonné 1, 2, 3 fois. Je pouvais l'imaginer dans un hall d'hôtel à Marseille, regardant probablement sa montre, se demandant pourquoi son vieux père reconnaissant ne se précipitait pas pour répondre à son appel. Laissez-la se demander. Laissez-la, elle et Jérémie, faire leurs plans sur mon avenir, ma maison, ma vie. Ils allaient avoir la surprise de leur vie. Le téléphone a continué de sonner alors que je montais dans ma voiture, la carte de visite de Maître Durand en sécurité dans mon portefeuille et un plan se formant dans mon esprit qui apprendrait à ma fille ingrate à qui elle avait affaire. J'avais construit ma vie à partir de rien une fois. Je pouvais certainement la démolir et la reconstruire selon mes propres termes. Le téléphone a finalement cessé de sonner, mais je savais qu'elle rappellerait. Elle le faisait toujours quand elle avait besoin de quelque chose du vieil homme. Cette fois, elle allait obtenir bien plus que ce qu'elle avait négocié. Au moment où j'ai atteint mon allée, la confiance avait remplacé le tremblement de mes mains. Les mots de Maître Durand résonnaient dans mon esprit. C'est votre propriété, votre décision. 25 ans de doutes et de remises en question s'étaient levés comme le brouillard lyonnais au soleil du matin. Je déverrouillais ma porte d'entrée lorsque le téléphone a de nouveau sonné. À travers la fenêtre, je pouvais le voir vibrer contre le comptoir de la cuisine où je l'avais laissé. Le nom de Camille brillait sur l'écran, et pour la première fois depuis sa trahison, j'ai souri. Laissons-la mariner un instant. Laissons-la se demander pourquoi son vieux père reconnaissant ne se dépêchait pas de répondre. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai décroché à la 6e sonnerie. « Papa, te voilà enfin !» La voix de Camille pétillait d'un enthousiasme artificiel. Je commençais à m'inquiéter quand tu n'as pas répondu tout à l'heure. Désolé, ma chérie. J'étais sorti faire quelques courses. J'ai gardé un ton chaleureux, paternel. Comment ça se passe à Marseille? Oh, tu sais comment sont ces séminaires. Mais écoute, j'ai une merveilleuse nouvelle. Elle a marqué une pause pour un effet dramatique. Jérémie et moi avons prévu quelque chose de très spécial pour toi. J'ai serré le téléphone plus fort, mes jointures blanchissant. Oh, on veut t'offrir des vacances. Tu mérites un peu de repos et de détente après tout ce que tu as traversé depuis la mort de maman. Sa voix portait cette sympathie étudiée que je reconnaissais maintenant comme de la manipulation. On a trouvé un endroit magnifique. C'est comme un complexe hôtelier, mais avec du personnel médical sur place, juste au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Un complexe hôtelier avec du personnel médical. Ma mâchoire s'est crispée si fort que j'ai cru que mes dents allaient se fendre. Ça a l'air charmant, ma chérie. Vous n'aviez vraiment pas besoin de vous donner tant de mal pour moi. N'importe quoi. Tu es de la famille. La voix de Jérémie est parvenue en arrière-plan. Il devait écouter sur le haut-parleur. On a déjà tout organisé. Quand est-ce que vous pensiez à ça? Ai-je réussi à dire, sachant pertinemment qu'ils voulaient que je sois parti avant leur retour pour réclamer leur héritage. « Eh bien, on devrait être de retour vendredi prochain, » a dit Camille. « On espérait que tu pourrais être prêt d'ici là. Prends juste quelques vêtements et des affaires personnelles. Tu sais, l'essentiel. L'essentiel. Pas les albums photos qu'Hélène avait amoureusement arrangés. Pas les meubles que j'avais construits de mes propres mains. Juste l'essentiel pour un vieil homme qu'on expédie pour mourir. En fait, Camille, j'ai une surprise pour vous aussi quand vous rentrerez. Oh, papa, quel genre de surprise?
Elle avait l'air sincèrement ravie, s'imaginant probablement que j'avais signé des papiers ou facilité leur travail d'une manière ou d'une autre. Je me suis dirigé vers la baie vitrée que j'avais construite pour Hélène, regardant le jardin qu'elle avait planté, la balancelle du porche où nous avions passé d'innombrables soirées à planifier notre avenir. C'est quelque chose sur quoi je travaille depuis notre dernière conversation. Je pense que vous serez très surpris. Tu es si gentil, papa. On parlera de tout ça quand on rentrera. D'accord, repose-toi bien et on s'occupera du reste. Gentil. Elle m'appelait gentil tout en planifiant de me voler ma vie. Je le ferai, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi, papa. À vendredi. La ligne est devenue silencieuse et j'ai posé le téléphone avec des mains plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des semaines. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran s'illuminant de possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier un instant avant que je ne tape « Agent immobilier, Lyon ». Les résultats de la recherche ont rempli mon écran comme des munitions dans une guerre que j'étais enfin prêt à mener. J'avais toujours été méthodique. 25 ans en tant qu'ingénieur en bâtiment m'avaient appris à faire des recherches approfondies avant de prendre la moindre décision. Ce soir-là, cette nature méthodique allait servir un autre objectif. J'ai cliqué sur les profils d'agents, comparant les taux de réussite et les témoignages de clients comme je comparais autrefois les fournisseurs d'acier de construction. Croix-Rousse, Montchat, Brotteaux, des quartiers où les maisons se vendaient pour le genre de somme que Camille et Jérémie dépensaient déjà dans leurs rêves. Un nom revenait sans cesse dans les premiers résultats. Stéphane Lambert, 43 ans, spécialisé dans les ventes rapides, moyenne de 18 jours entre la mise en vente et la clôture. Sa photo montrait un sourire professionnel et des yeux confiants, le genre d'homme qui pouvait faire bouger les choses rapidement. Ces témoignages étaient exactement ce que j'avais besoin de voir. Stéphane a vendu notre maison en 6 jours. Acheteur au comptant trouvé en 48 heures. Clôture en douceur, sans complications. J'ai fixé son numéro de téléphone direct, affiché bien en évidence sous ses références. C'était le moment, celui qui allait tout déclencher. Une fois cet appel passé, il n'y aurait plus de retour en arrière pour redevenir le vieil homme reconnaissant et gérable que ma fille attendait. La photo d'Hélène sur mon bureau semblait me regarder. Je pouvais presque entendre sa voix. « Henri, es-tu sûr de toi ?» J'étais sûr, plus sûr que je ne l'avais été de quoi que ce soit depuis ses funérailles. J'ai composé le numéro de Stéphane Lambert avec des doigts fermes. « Stéphane Lambert, agence Lambert. Comment puis-je vous aider ?»« Monsieur Lambert, je m'appelle Henri Dubois. Je souhaite vendre ma maison rapidement. À quelle vitesse ces choses peuvent-elles réellement se produire ?» Eh bien, monsieur Dubois, cela dépend de plusieurs facteurs. Mais avec le bon bien et la bonne stratégie de prix, j'ai conclu des affaires en aussi peu que 10 jours avec des acheteurs au comptant. Quel genre de délai envisagez-vous ? 10 jours ? Mon cœur battait la chamade. 10 jours ? Si vite ? Absolument. Le marché de Lyon est incroyablement tendu en ce moment, surtout pour les biens bien entretenus dans les quartiers établis. Pouvez-vous me parler un peu de votre maison ? J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine, la voyant pour la première fois avec les yeux d'un acheteur. Maison à 2 étages, 320 mètres carrés, construite en 1999, quartier de Montchat, 3 chambres, 2 salles de bain et demie. Je l'ai bien entretenue. J'ai fait la plupart des travaux moi-même au fil des ans. La voix de Stéphane s'est aiguisée d'intérêt. Cela ressemble exactement à ce que plusieurs de mes investisseurs recherchent. Propriétaire d'origine, bien entretenu, quartier établi. Ce sont des atouts majeurs. Seriez-vous intéressé par une estimation ? À quelle vitesse pourriez-vous passer ? Je peux être là cet après-midi si vous êtes disponible. Disons 15 heures. J'ai jeté un œil à l'horloge. Il était un peu plus de midi. 15 heures, c'est parfait. Laissez-moi vous donner l'adresse. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le silence soudain de ma cuisine, l'ampleur de ce que j'avais mis en branle commençant à peser sur ma poitrine. Dans 3 heures, un étranger parcourrait la maison qu'Hélène et moi avions construite ensemble, attribuant des valeurs en euros à nos souvenirs. J'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer obsessionnellement de vieilles habitudes du temps d'Hélène où elle insistait pour que la maison soit impeccable pour tout visiteur. J'ai dépoussiéré la baie vitrée, redressé les coussins sur le canapé, m'assurant que chaque surface brillait. Mais ce nettoyage était différent. Je ne me préparais pas pour des invités.
Je me préparais pour une exécution. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai lissé ma chemise, pris une profonde inspiration qui portait l'odeur des sachets de lavande d'Hélène, toujours nichés dans l'armoire à linge, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ma main a légèrement tremblé en se refermant sur la poignée de porte en laiton que j'avais installée moi-même il y a 15 ans. Derrière cette porte attendait soit mon salut, soit ma damnation. J'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte à mon avenir. Stéphane Lambert ressemblait exactement à sa photo. Professionnel mais accessible, la quarantaine, avec le genre d'assurance que confèrent des années de transactions réussies. Il portait une mallette en cuir et une tablette, et dès qu'il est entré, ses yeux se sont écarquillés. Waouh! Il s'est arrêté dans mon entrée, son regard parcourant les moulures au plafond que j'avais installées à la main jusqu'au parquet qu'Hélène et moi avions choisi ensemble. Monsieur Dubois, c'est exactement ce que j'espérais. Je l'ai regardé admirer les détails, la façon dont la lumière de l'après-midi filtrait à travers la baie vitrée d'Hélène, la fluidité parfaite du salon à la salle à manger que j'avais obtenue en retirant un mur porteur et en installant une poutre. Son appréciation était sincère, professionnelle. Vous ne plaisantiez pas en disant que vous entreteniez cet endroit. Il a sorti sa tablette et a commencé à prendre des photos. Ce parquet massif partout, d'origine, je l'ai posé moi-même en 2001, en chêne massif de 22 mm. Hélène voulait quelque chose qui dure. Je me suis surpris à retomber dans le rythme familier de la discussion sur mon travail, fier malgré tout ce qui se passait. Et cette cuisine? Stéphane s'est arrêté devant le plan de travail en granit, passant la main sur le bord. Installation sur mesure, au millimètre près. Hélène a choisi le motif. Elle disait que les veines dorées lui rappelaient la lumière du soleil. Ma voix s'est légèrement étranglée. J'ai passé 3 week-ends à prendre les mesures parfaites. Stéphane tapait des notes sur sa tablette, photographiant les placards sur mesure, testant les robinets et les prises avec la minutie de quelqu'un qui sait ce que les acheteurs veulent. Monsieur Dubois, je dois être honnête avec vous. En 15 ans de métier, je vois rarement des biens entretenus à ce niveau. Je suis ingénieur. J'étais ingénieur. Je crois qu'il faut construire les choses correctement du premier coup. Ça se voit. Il a fait un geste vers le salon. Je peux ? J'ai hoché la tête, le suivant alors qu'il admirait le plan ouvert, les bibliothèques intégrées flanquant la cheminée. La façon dont les choix de décoration d'Hélène avaient transformé notre projet de construction en un foyer. Cette baie vitrée, du sur-mesure, je l'ai construite pour ma femme. Elle voulait un coin lecture. Je pouvais l'imaginer là, avec ses romans policiers et son thé de l'après-midi, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Stéphane prenait maintenant des mesures, son excitation à peine contenue. « Monsieur Dubois, je dois vous montrer quelques ventes comparables. » Il a affiché des annonces sur sa tablette. Des biens similaires dans ce secteur se sont vendus entre 850 000 et 920 000 euros. Ma poitrine s'est serrée. C'était plus que ce que Camille et Jérémie avaient estimé dans leur cruelle conversation. Mais compte tenu de l'état et des caractéristiques sur mesure de votre maison, je pense que nous devrions la mettre à 890 000 euros. Cela devrait la faire partir rapidement tout en vous assurant le meilleur prix. 890 000 euros. Je me suis assis lourdement dans le fauteuil de lecture d'Hélène, le chiffre tournant dans ma tête. Autant que ça, ai-je réussi à dire. Monsieur Dubois, vous êtes assis sur une mine d'or. Des biens comme celui-ci n'arrivent pas souvent sur le marché, surtout pas dans cet état. La voix de Stéphane portait la confiance de quelqu'un qui connaissait son affaire. J'ai justement un groupe d'investisseurs qui cherchent exactement ce type de biens. Quel genre de groupe d'investisseurs? Ils se spécialisent dans les biens locatifs de haute qualité dans les quartiers établis. Ils pètent comptant. Pas de conditions de financement, pas de négociations sur les réparations. Ils peuvent conclure en 10 jours ouvrés. 10 jours ouvrés. Camille et Jérémie reviendraient de Marseille dans 8 jours, s'attendant à trouver leur père reconnaissant et gérable, prêt à être expédié dans leur complexe hôtelier. Où est le piège? Pourquoi si vite? Stéphane a souri. Pas de piège, l'argent comptant signifie pas de délai de prêt, pas de conditions suspensives d'évaluation qui pourraient faire capoter la vente. Ils font leurs propres inspections, mais franchement, votre maison est en meilleur état que la plupart des constructions neuves que je vois. J'ai regardé autour du salon où Camille avait fait ses premiers pas, où Hélène et moi avions organisé des matins de Noël et des fêtes d'anniversaire et des dimanches après-midi tranquilles, à lire le journal ensemble.
Quand devrais-je être parti? Le contrat standard vous donne 30 jours après la clôture, mais ils sont flexibles si vous avez besoin de plus de temps. L'essentiel est d'obtenir un titre de propriété clair et de finaliser la paperasse. J'ai pensé à la voix de Camille au téléphone, m'appelant gentil tout en planifiant de me voler ma vie. J'ai pensé au calcul froid de Jérémy, me réduisant à un fardeau à gérer. J'ai pensé à l'avertissement d'Hélène sur le fait d'être trop généreux, trop confiant. Faisons-le. Le masque professionnel de Stéphane est tombé un instant, révélant une véritable excitation. Excellent choix, monsieur Dubois. Laissez-moi les appeler tout de suite. Je l'ai regardé composer, l'ai entendu décrire ma propriété avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a trouvé un trésor enfoui. Quartier Montchat, propriétaire d'origine, état impeccable, prestations sur mesure partout. Il a terminé l'appel avec un large sourire. Ils veulent avancer immédiatement. Je peux avoir les premiers contrats prêts pour demain matin. Le soleil se couchait à travers la baie vitrée d'Hélène, projetant une lumière dorée sur la pièce où je venais d'accepter de vendre 25 ans de ma vie. Mais pour la première fois depuis cet appel téléphonique dévastateur, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué depuis trop longtemps, le contrôle. Que diriez-vous de 9 heures du matin? La question flottait dans l'air comme de la fumée, et j'ai réalisé que Stéphane attendait une réponse qui allait tout changer. L'horloge comptoise dans le couloir, le cadeau du 15e anniversaire de mariage d'Hélène égrenait les secondes dans le silence. 9 heures du matin, c'est parfait. Après le départ de Stéphane, avec ses promesses de contrat et de délai de clôture, je suis resté seul dans la maison qui appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. La lumière du soir, à travers les fenêtres d'Hélène, peignait tout en or, comme une photographie d'une vie que j'étais sur le point de quitter. Mais ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, c'était de l'anticipation. Stéphane est arrivé le lendemain matin avec les contrats, un notaire et du café pour tout le monde, le genre d'efficacité professionnelle que j'avais toujours respecté. J'ai lu chaque ligne avec la minutie qui avait fait de moi un bon ingénieur, vérifiant les détails comme je vérifiais autrefois les plans. Prix de vente 890 000 €, achat au comptant, date de clôture, 10 jours ouvrés à compter de la signature. Le notaire, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, m'a guidé pour chaque signature. Conditions minimales, juste la recherche de titres et la visite finale, et je peux rester dans la maison pendant 30 jours après la clôture si nécessaire. C'est exact, monsieur Dubois. Bien que la plupart des vendeurs préfèrent déménager plus tôt, juste pour avoir l'esprit tranquille. L'esprit tranquille. J'ai failli rire. La seule tranquillité d'esprit que j'aurais viendrait en voyant les visages de Camille et Jérémy lorsqu'ils découvriraient ce que leur fardeau avait fait. J'ai signé de mon nom avec des mains fermes, et voilà, le processus était enclenché. Les 3 premiers jours se sont passés dans un tourbillon de paperasse et d'inspection. L'étude notariale a commencé sa recherche dans des décennies d'archives. Les investisseurs ont envoyé leur équipe, une équipe polie qui a admiré mon travail et n'a rien trouvé à redire. Votre beau-père savait vraiment ce qu'il faisait, a dit l'un d'eux à l'avocat, supposant que j'étais déjà parti. Ce parquet, cette installation électrique, tout est de première qualité. Les jours 4 à 6, je suis devenu un homme en mission secrète. J'ai cherché des appartements en ligne, cherchant quelque chose de petit mais confortable, un endroit où je pourrais recommencer avec près de 900 000 € en banque. J'ai trouvé un endroit à Caluire, une résidence pour seniors avec des terrains de pétanque et une salle commune, le genre d'endroit dont Hélène et moi avions parfois parlé pour nos vieux jours. J'ai aussi appelé des entreprises de garde-meubles, planifiant quelles affaires d'Hélène je garderais et lesquelles je devrais laisser pour les nouveaux propriétaires. Sa porcelaine, certainement sa boîte à bijoux, les albums photos, l'essentiel d'une vie vécue ensemble. Les jours 7 à 9 ont apporté une étrange confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque matin, je me réveillais en sachant que j'étais un pas plus près de la liberté, un pas plus près de montrer à ma fille que son vieux père confus était plus vif qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Madame Martin, ma voisine, a remarqué l'activité, a posé des questions sur les inspecteurs et les gens à l'allure officielle. Juste quelques travaux en cours, lui ai-je dit, détestant le demi-mensonge, mais sachant que la vérité entière se répandrait dans le quartier avant que je ne sois prêt. Le 8e jour, Stéphane a appelé avec la confirmation finale. « Tout est en ordre pour la clôture de demain, monsieur Dubois. Les acheteurs sont ravis des résultats de l'inspection. Le virement sera effectué le jour même. Vous aurez accès aux fonds immédiatement. » Ce soir-là, j'ai fait une seule valise avec des vêtements et des effets personnels, non pas parce que je déménageais tout de suite, mais parce que je voulais être prêt à tout.
J'ai regardé la photo d'Hélène sur notre commode et j'ai murmuré « J'espère que tu comprends ce que je fais ». Le vendredi matin est arrivé, clair et lumineux, le genre de journée de printemps qu'Hélène disait être Lyon à son meilleur. Je me suis habillé avec soin de mon plus beau costume, pas le costume d'enterrement, mais le bleu marine qu'Hélène m'avait acheté pour la remise de diplôme de Camille. L'étude du notaire était tout en efficacité professionnelle et en félicitations. Les acheteurs étaient représentés par leur avocate, une femme vive qui a vérifié chaque document. Stéphane a géré la paperasse comme un chef d'orchestre. « Monsieur Dubois, si vous voulez bien signer ici et parapher là. » Chaque signature était comme couper une chaîne. L'acte de vente, le décompte final, la reconnaissance finale que le 12 rue des Tilleuls n'appartenait plus à Henri Dubois. Et voici votre confirmation de virement. 890 000 €, moins les frais de clôture, ont été déposés sur votre compte. J'ai fixé les chiffres sur le papier. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu en un seul endroit. Plus d'argent que Camille et Jérémie n'avaient rêvé que leur fardeau puisse accéder. Nous nous sommes tous serrés la main, tout le monde satisfait de la transaction fluide. Stéphane m'a raccompagné à ma voiture, promettant de rester en contact si j'avais de nouveaux besoins de services immobiliers. Vous avez fait le bon choix, monsieur Dubois. Parfois, un nouveau départ est exactement ce dont nous avons besoin. J'ai traversé en voiture des quartiers que je connaissais depuis 25 ans, passant devant l'école primaire où Camille avait appris à lire, devant le parc où Hélène et moi avions l'habitude de nous promener chaque dimanche matin. Mais au lieu de la nostalgie, j'ai ressenti de la libération. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis dans ma voiture, regardant la maison qui n'était plus la mienne. Les clés de la porte d'entrée me semblaient lourdes dans ma paume. Mais demain, je les remettrai au nouveau propriétaire et je tournerai la page de ce chapitre de ma vie. Camille et Jérémie devaient rentrer de Marseille dans 3 jours. Ils arriveraient en s'attendant à trouver leur père reconnaissant et gérable, prêt à être emballés et expédiés dans leur complexe hôtelier. Au lieu de cela, ils allaient trouver une maison vide et une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Je suis sorti de ma voiture et je me suis dirigé vers ma porte d'entrée, sortant mon téléphone pour passer le prochain appel d'un plan qui fonctionnait mieux que je ne l'avais jamais espéré. Le moteur cliquetait en refroidissant dans mon allée, mais je ne pouvais me résoudre à l'éteindre. Je suis resté assis à regarder la maison que j'avais construite de mes propres mains. La maison qui appartenait maintenant à des étrangers. La maison où Camille et Jérémie s'attendaient à revenir et à trouver leur père reconnaissant et gérable, attendant d'être expédié. Les clés de la porte d'entrée me semblaient être en plomb dans ma paume. Nouveaux propriétaires ou non, j'y avais encore accès pendant 30 jours. Assez de temps pour terminer ce que j'avais commencé. J'ai conduit jusqu'à un café sur le cours Lafayette et je me suis garé sur le parking, les mains fermes en composant le numéro d'un serrurier 24 heures sur 24. Les frais d'urgence me coûteraient 200 € supplémentaires, mais l'argent n'était plus un problème. Dépannage Serrurerie Express, Eddy à votre service. J'ai besoin de faire changer toutes les serrures de ma porte aujourd'hui, c'est urgent. Quel est votre délai d'intervention, monsieur ? Le plus tôt possible, je peux payer en espèces. Je peux être là dans 2 heures. L'adresse ? De retour à la maison, j'ai attendu Eddy dans ma voiture, regardant Madame Martin arroser son jardin à côté. Elle m'a fait un signe de la main et j'ai répondu, la poitrine serrée par la conscience que je mentais à tous ceux qui tenaient à moi. Eddy est arrivé dans une camionnette pleine d'outils et de matériel, un homme d'une 50aine d'années qui avait clairement vu toutes sortes d'urgences de serrurerie que Lyon pouvait offrir. « Problème de sécurité, monsieur ?» a-t-il demandé en étudiant ma porte d'entrée. « Situation de changement de propriétaire. Mieux vaut prévenir que guérir. » Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ça et s'est mis au travail. Je l'ai regardé retirer les serrures que j'avais installées il y a 15 ans. La quincaillerie en laiton qu'Hélène avait choisie parce qu'elle s'accordait avec notre heurtoir de porte. « Ce sont des serrures de qualité », a commenté Eddy en travaillant. Quelqu'un savait ce qu'il faisait en les installant. C'était moi. J'aime que les choses soient bien faites. Les nouvelles serrures étaient argentées au lieu d'être en laiton, modernes au lieu d'être traditionnelles. Elles cliquaient différemment quand Eddy les a testées. Un son plus sec, plus mécanique que les anciennes. Voici vos nouvelles clés, monsieur. 3 copies de chaque. Porte d'entrée, porte arrière et entrée de service du garage. Eddy m'a tendu un trousseau de clés qui semblait étranger dans ma paume. Ça fera 450 € avec les frais d'urgence.
J'ai payé en espèces de mon portefeuille, sachant qu'il n'y aurait aucune trace écrite reliant Henri Dubois à cette transaction. Après le départ d'Eddie, je suis resté dans ma maison vide et j'ai commencé la partie la plus difficile. Emballer 25 ans de vie dans ce que je pouvais emporter. La boîte à bijoux d'Hélène est allée dans ma valise en premier avec nos photos de mariage et le roman qu'elle lisait quand elle est morte. Le marque-page indiquant toujours la page 247. Mes diplômes d'ingénieur, nos documents importants, le livre de cuisine préféré d'Hélène avec les notes manuscrites dans les marges, j'ai laissé presque tout le reste. Les meubles qui racontaient notre histoire devraient rester. Les albums photos qui chroniquaient l'enfance de Camille, les vêtements d'Hélène toujours suspendus dans notre placard, portant encore la faible odeur de son parfum. Pendant que je faisais mes cartons, j'ai appelé la résidence des jours heureux sur mon téléphone, expliquant que j'avais besoin d'un thé 2 meublé immédiatement. Nous avons un charmant appartement disponible pour une occupation immédiate, a dit Madame Chen, la gérante. Bail mensuel si vous préférez la flexibilité. Je le prends. J'ai rencontré Madame Chen à la résidence 1 heure plus tard. Un immeuble modeste mais propre, conçu pour les seniors, avec une salle commune et des espaces verts bien entretenus. Le T2 était simple mais confortable, meublé avec tout ce dont j'avais besoin pour recommencer. Le dépôt de garantie en espèces ne pose aucun problème, Monsieur Dubois. Quand souhaitez-vous emménager? Ce soir? Les sourcils de Madame Chen se sont légèrement haussés, mais elle n'a pas posé de questions. J'ai signé le bail et j'ai versé le premier mois de loyer plus le dépôt de garantie. Près de 3 000 €, une somme qu'il m'aurait semblé impossible de dépenser nonchalamment il y a à peine 2 semaines. En chargeant ma voiture dans la pénombre grandissante, j'ai surpris Madame Martin qui regardait par sa fenêtre. Elle m'a de nouveau fait un signe de la main et j'ai senti le poids de toutes les relations que je rompais, de toutes les connexions que Camille et Jérémie m'avaient forcé à couper. J'ai fait un dernier tour dans les pièces vides, mes pas résonnant différemment maintenant que la maison appartenait à quelqu'un d'autre. Dans la cuisine où Hélène avait appris à Camille à faire des biscuits de Noël. Dans le salon où nous avions regardé Camille ouvrir ses cadeaux le matin de Noël. Dans notre chambre où Hélène avait rendu son dernier souffle pendant que je lui tenais la main. « Je suis désolé, ma chérie, » ai-je dit à voix haute à la mémoire d'Hélène. « Mais tu comprendrais. Tu as toujours dit que j'étais trop généreux pour mon propre bien. » J'ai verrouillé les nouvelles serrures et je me suis éloigné de la rue des Tilleuls pour ce qui pourrait être la dernière fois. Mon rétroviseur était rempli de la vie que je laissais derrière moi. Le soleil se couchait quand je suis arrivé à la résidence des jours heureux, ma voiture chargée de l'essentiel de mon existence. J'ai porté ma valise jusqu'à ma nouvelle porte d'entrée, tâtonnant avec des clés inconnues pour des serrures inconnues. À l'intérieur du petit appartement, j'ai laissé tomber ma valise et j'ai immédiatement attrapé mon téléphone. La phase finale de mon plan nécessitait un dernier appel, une dernière pièce du puzzle qui offrirait à Camille et Jérémie la surprise de leur vie. L'appartement ressemblait à une chambre de motel, fonctionnelle mais sans âme, avec des meubles génériques et l'odeur persistante de nettoyant industriel pour moquette. Je suis resté debout, mon téléphone à la main, la photo d'Hélène déjà placée sur la table de chevet, essayant de décider quelle banque protégerait le mieux près de 900 000 € des enfants qui pensèrent les mériter. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la petite table à manger et j'ai commencé à rechercher des banques spécialisées dans les dépôts importants. La Banque régionale de Lyon a attiré mon attention, plus petite que les grandes chaînes, avec un accent sur le service personnalisé et la discrétion. Exactement ce dont j'avais besoin. Banque régionale de Lyon, service de banque privée. David Moreau à l'appareil. Monsieur Moreau, je m'appelle Henri Dubois. J'ai besoin d'ouvrir un compte pour un dépôt substantiel, environ 890 000 €. La brève pause à l'autre bout du fil m'a dit que David était en train de recalculer sa journée. Nous serions absolument ravis de travailler avec vous, Monsieur Dubois. Quand serait-il pratique pour une consultation? Lundi matin, 9 h. Parfait, j'aurai tout préparé. Le week-end s'étendait devant moi comme un territoire inexploré. Je n'avais jamais vécu ailleurs que dans la maison qu'Hélène et moi avions construite ensemble. Ce minuscule appartement ressemblait à un exil, mais c'était un exil par choix. Mon choix, pas le leur. Samedi matin, j'ai fait du café dans la kitchenette inconnue et j'ai méthodiquement déballé mes affaires. La boîte à bijoux d'Hélène sur la commode, mes récompenses d'ingénieur sur l'étagère, notre photo de mariage à côté du lit, où je dormirais seul dans un espace qui n'avait jamais connu la présence d'Hélène.
Je suis allé à l'épicerie et j'ai acheté de la nourriture pour une personne, des repas simples, rien qui ne nécessitait le genre de cuisine qu'Hélène avait aimé. Le caissier, un jeune homme aux yeux bienveillants, m'a demandé si j'étais nouveau dans le quartier. Je viens d'emménager, lui ai-je dit. Un nouveau départ. Dimanche matin, j'ai découvert un café appelé le Petit Café du Coin, à 3 rues de mon appartement. La barista, une jeune femme nommée Sarah avec des mèches violettes dans les cheveux, faisait le genre de café fort que je préférais. « Vous êtes nouveau par ici », a-t-elle observé, sans être indiscrète, juste amicale. « Ingénieur à la retraite », ai-je dit, à la recherche d'une vie plus calme. « Eh bien, vous avez trouvé le bon quartier pour ça. La plupart de nos clients sont plutôt tranquilles. » Je me suis assis près de la fenêtre avec mon café, regardant les gens promener leurs chiens et pousser des poussettes, vivant le genre de samedi matin normal qu'Hélène et moi chérissions. Mais au lieu de la tristesse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, de l'anticipation. Lundi matin, je me suis habillé de mon plus beau costume et je me suis rendu à la Banque régionale de Lyon. David Moreau était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 45 ans, avec le genre de chaleur professionnelle qui vient de la gestion de l'épargne d'une vie des gens. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous amène à la Banque régionale de Lyon? J'ai récemment vendu ma maison. J'ai besoin d'un nouveau départ avec une institution qui valorise les relations personnelles plutôt que les frais de transaction. David a hoché la tête avec une compréhension sincère. Nous sommes spécialisés dans ce type de service. Parlez-moi de vos besoins. J'ai expliqué ma situation avec soin, un veuf qui avait vendu la maison familiale et avait besoin d'une banque sûre et accessible. David a posé des questions réfléchies, ne s'immisçant jamais au-delà de ce qui était nécessaire pour l'ouverture du compte. Je devrais virer les fonds de ma banque précédente, ai-je expliqué. Aucun problème. Nous pouvons initier ce transfert aujourd'hui et les fonds devraient être disponibles d'ici mercredi. David a préparé la paperasse avec une efficacité tranquille. Banque en ligne, carte de débit et chéquier, tous les services standards. Étant donné le montant, je recommanderais également notre pack de compte premium pour des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. J'ai signé des documents qui ont fait de moi un client officiel de la Banque régionale de Lyon, client numéro 847 293, avec accès à près de 900 000 € que Camille et Jérémy ne verraient jamais. Mardi et mercredi se sont écoulés au rythme étrange de ma nouvelle routine. Café du matin au Petit Café du Coin. Sarah se souvenait de ma commande et me demandait comment s'était passé mon week-end. Promenade l'après-midi dans le quartier, découvrant un petit parc avec des bancs où d'autres retraités nourrissèrent les pigeons et lisèrent les journaux. Mercredi après-midi, David a appelé avec la nouvelle que j'attendais. « Monsieur Dubois, vos fonds ont été crédités avec succès. Votre compte est entièrement actif. » J'ai raccroché et j'ai regardé autour de mon petit appartement, la photo d'Hélène me regardant depuis la table de chevet, la vie simple que je construisais sur les décombres de la trahison de ma fille. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, je me sentais vraiment maître de mon propre destin. Mercredi soir, je me suis assis dans mon unique fauteuil. Pas le fauteuil de lecture d'Hélène, pas le fauteuil où j'avais entendu la trahison de Camille, juste un fauteuil simple dans une pièce simple qui m'appartenait entièrement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé « mini caméra de surveillance » dans la barre de recherche. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, sachant que ce que j'allais commander capturerait l'acte final de ma vengeance. Camille et Jérémy rentrèrent vendredi, s'attendant à trouver leur vieux père reconnaissant, prêt à être géré. Au lieu de cela, ils allèrent découvrir que leur fardeau était devenu leur plus gros problème. Les résultats de la recherche ont rempli mon écran de dizaines d'options de surveillance, des caméras de sécurité évidentes aux appareils déguisés en objets du quotidien. Après 30 minutes de recherche, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, une mini-caméra sans fil cachée à l'intérieur de ce qui ressemblait à un chargeur de téléphone. Les spécifications étaient parfaites pour mon esprit d'ingénieur. Connexion Wi-Fi avec contrôle par application smartphone, enregistrement activé par le mouvement, 12 heures d'autonomie et une qualité vidéo cristalline. Plus important encore, elle pouvait diffuser des images en direct directement sur mon téléphone depuis n'importe où avec un accès à Internet. Je l'ai commandé avec une livraison express, payant les 40 € supplémentaires pour garantir une livraison le jeudi. Le coût total était de 149 €, un montant qui m'aurait fait hésiter il y a 2 semaines, mais qui était à peine perceptible maintenant. La caméra commandée, je suis passé à l'élément crucial suivant,
La note qui expliquerait tout à Camille et Jérémy lorsqu'ils découvriraient que leur clé ne fonctionnait plus. Le premier brouillon était trop colérique, trop brut avec la douleur de leur trahison. Le second était trop froid, manquant de la dévastation personnelle qu'ils avaient causée. Au troisième brouillon, j'ai trouvé le bon ton, digne mais dévastateur. Aimant mais final. J'ai écrit de mon écriture soignée d'ingénieur, la calligraphie qu'Hélène avait toujours admirée. Chers Camille et Jérémy, si vous lisez ceci, cela signifie que mon plan a parfaitement fonctionné. J'ai entendu votre conversation téléphonique sur le fait de me mettre en maison de retraite parce que je deviens un fardeau. J'ai entendu vos calculs sur l'argent que vous gagneriez en vendant ma maison. La maison a été vendue pour 890 000 € en espèces. L'argent est en sécurité sur mon nouveau compte en banque, où il restera. J'ai déménagé dans un endroit où je suis apprécié, pas toléré. Ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous pour votre propre situation de logement. Vos affaires ont été emballées et sont entreposées chez Lyon Stockage Express sur l'avenue Jean Jaurès. Vous avez 30 jours pour les réclamer avant que les frais de stockage ne commencent. Je vous ai tout donné pendant 42 ans. Vous m'avez remercié en planifiant de me parquer pour pouvoir voler le travail de ma vie. J'espère que la leçon en valait le coup. Avec amour, papa. Jeudi matin, le livreur est arrivé à mon appartement avec une petite boîte contenant mon équipement de surveillance. J'ai passé 1 heure dans ma cuisine à tester l'appareil et à apprendre à utiliser l'application smartphone. La qualité vidéo était remarquablement claire. L'audio assez net pour capter des conversations chuchotées. Jeudi après-midi, je suis retourné à mon ancienne maison pour la dernière fois. J'ai utilisé la télécommande du garage que je n'avais jamais donnée à Camille et Jérémy, me garant à l'intérieur pour éviter les questions des voisins. Mes mains tremblaient légèrement en approchant de la porte d'entrée avec mes nouvelles clés. À l'intérieur, la maison sentait encore comme chez moi. Les sachets de lavande d'Hélène, l'huile de citron que j'utilisais sur les meubles en bois, le faible résidu de 25 ans de dîner de famille. Mais il y avait de nouvelles additions qui me serrèrent la poitrine. Les valises de Camille et Jérémy près des escaliers, leurs courriers éparpillés sur le comptoir de la cuisine, preuve qu'ils traitaient ma maison comme leur entrepôt personnel. Tout en planifiant mon exil, j'ai positionné le chargeur caméra près de la prise de la porte d'entrée, l'orientant parfaitement pour capturer quiconque entrerait. La vue à travers l'application de mon téléphone montrait toute l'entrée, y compris l'endroit où je prévoyais d'accrocher ma note. J'ai testé la détection de mouvement, entrant et sortant du cadre, jusqu'à ce que je sois satisfait que le système capturerait chaque instant de leur retour. Puis j'ai scotché l'enveloppe à l'intérieur de la porte d'entrée, à hauteur des yeux, où ils ne pourraient pas la manquer. Debout dans mon salon une dernière fois, j'ai touché la cheminée où la photo d'Hélène avait trôné pendant 23 ans. Les nouveaux propriétaires y mettraient leurs propres photos de famille, créeraient leurs propres souvenirs dans les pièces qu'Hélène et moi avions remplies d'amour. « C'est fait, ma chérie », ai-je murmuré à la mémoire d'Hélène. Justice est rendue. J'ai verrouillé la maison avec ma nouvelle clé, j'ai testé le flux de la caméra une dernière fois depuis ma voiture et je suis retourné à mon appartement. Le détecteur de mouvement était armé, la batterie complètement chargée et mon téléphone prêt à m'alerter dès que Camille et Jérémy découvriraient que leur clé ne fonctionnait plus. De retour dans mon appartement, je me suis assis dans mon fauteuil, mon téléphone à la main, regardant le seuil de porte vide à travers l'application de la caméra. L'horodatage indiquait 18h30 jeudi soir. Demain, Camille et Jérémy reviendraient de leur voyage d'affaires, discutant probablement de leur plan de maison de retraite et dépensant déjà mon argent dans leur esprit. Ils n'avaient aucune idée que leur vieux père reconnaissant était devenu leur pire cauchemar. Je me suis réveillé le vendredi matin avec l'anticipation d'un homme sur le point d'assister à la justice après des années d'injustice. Mon café avait meilleur goût qu'il ne l'avait eu depuis des semaines, et même le petit appartement semblait moins confiné. Alors que je m'installais dans mon fauteuil avec mon téléphone, le flux de la caméra montrant le seuil vide de mon ancienne porte. 14h30. Ils devraient bientôt arriver. J'avais mémorisé leurs habitudes de voyage. Camille insistait toujours pour quitter Marseille à midi pour éviter les embouteillages, et Jérémy conduisait exactement à la vitesse autorisée. Il serait dans mon allée d'ici 1 heure. J'ai regardé la photo d'Hélène sur ma table de chevet. J'espère que tu comprends ce que je fais, ma chérie. Ils ne m'ont pas laissé le choix. 17h15. Mon téléphone a vibré avec une détection de mouvement.
Un SUV noir, la voiture de Jérémy, s'est garée dans l'allée de mon ancienne maison. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais l'écran. Camille est sortie la première, s'étirant après le long trajet. Jérémy est sorti du côté conducteur, sortant leur valise de l'arrière. Ils se déplaçaient avec l'assurance désinvolte de personnes rentrant chez elles pour réclamer leur héritage. Je les ai regardés s'approcher de la porte d'entrée, Camille cherchant ses clés dans son sac à main, tandis que Jérémy posait les bagages. Elle a inséré sa clé dans la serrure que j'avais fait changer la veille. La clé n'a pas tourné. Camille a froncé les sourcils, examinant son trousseau. Elle a réessayé, secouant la clé avec une frustration croissante. C'est bizarre. Sa voix est parvenue par le haut-parleur de mon téléphone. Ma clé ne fonctionne pas. Jérémy s'est approché, son expression passant de la fatigue à l'inquiétude. Laisse-moi essayer la porte de derrière. Je l'ai regardé disparaître sur le côté de la maison pendant que Camille continuait de se débattre avec la serrure avant. Quand Jérémy est revenu 3 minutes plus tard, son visage s'était assombri d'alarme. La porte de derrière est verrouillée aussi et la télécommande du garage ne fonctionne pas. Sa voix portait la pointe de panique que j'avais espéré entendre. « Camille, quelqu'un a changé ses serrures. »« Quoi ? C'est impossible. Papa ne connaît même pas de serrurier. » Jérémy a étudié la porte d'entrée plus attentivement, son esprit de conseiller financier reconnaissant les ennuis quand il les voyait. Ce sont des serrures neuves. Ce n'est pas un accident. Camille a sorti son téléphone avec des doigts tremblants. J'appelle papa. Je l'ai regardé composer mon ancien numéro de téléphone fixe, le numéro que j'avais fait déconnecter il y a 3 jours. Après plusieurs sonneries, son visage s'est crispé de confusion. Pas de réponse. Ça ne va même pas sur la messagerie. Et c'est son portable. Il n'a pas de portable, tu te souviens ? On parlait de lui en prendre un pour les urgences. Sa voix s'est brisée, avec le premier soupçon de vraie peur. Jérémy examinait maintenant les fenêtres, sa confiance antérieure complètement évaporée. Là, celle-là est ouverte. Je peux te faire la courte échelle. J'ai regardé ma fille grimper par la fenêtre de la cuisine que j'avais délibérément laissée déverrouiller, son tailleur de travail s'accrochant au cadre. Elle a disparu à l'intérieur, et quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte de l'intérieur. Jérémy est entré avec leur valise, et tous deux se sont arrêtés net quand ils ont vu l'enveloppe blanche scotchée à la porte, à hauteur des yeux. La main de Camille tremblait alors qu'elle décrochait l'enveloppe avec son nom et celui de Jérémy, écrit de ma main soignée. Je me suis penché en avant, dans mon fauteuil d'appartement, le téléphone serré dans les 2 mains alors qu'elle déchirait le seau. Ses yeux parcouraient mes mots, Jérémy lisant par-dessus son épaule. J'ai regardé leur visage changer, de la confusion au choc, à l'incrédulité, à l'horreur. Il a vendu la maison. La voix de Camille est montée jusqu'à un quasi-cri. Comment a-t-il pu nous faire ça ? Jérémy lui a arraché la note des mains, la relisant comme si les mots pouvaient changer. Le vieux salaud manipulateur. Il nous a menés en bateau depuis le début. €890.000. Camille pleurait maintenant, son maquillage soigné coulant sur ses joues. Il a tout gardé. Cet argent était censé être notre avenir. Ton avenir ? A sèchement répliqué Jérémy, son masque de gendre dévoué tombant enfin. C'est ton père, Camille. Tu aurais dû mieux gérer ça. Ma faute ? Elle s'est retournée contre lui, des années de ressentiment refoulé bouillonnant. C'est toi qui as dit qu'il devenait un fardeau. C'est toi qui as poussé pour l'EHPAD. Eh bien, c'était un fardeau ? Regarde ce qu'il nous a fait. Jérémy a fait un geste sauvage dans la pièce qui n'était plus la leur. On est à la rue, notre bail expire la semaine prochaine. La belle ironie ne m'a pas échappé. Ils se disputaient dans mon salon sur le fait d'être sans-abri, tout comme ils avaient prévu de me rendre sans-abri dans leur maison de retraite. « Appelle un avocat », a dit Camille désespérément. « Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Il ne peut pas simplement vendre la maison sans nous le dire. Avec quel argent ?» La voix de Jérémy dégoulinait de mépris. Au cas où tu l'aurais oublié, j'ai perdu mon travail il y a 6 mois et ton salaire de marketing couvre à peine les mensualités de nos voitures. Alors trouve un autre travail. Où crois-tu que les cabinets financiers font la queue pour embaucher des conseillers qui se sont fait virer pour des transactions douteuses ? J'ai regardé le visage de ma fille s'effondrer alors qu'elle réalisait toute l'étendue de leur situation. Pas de maison, pas d'héritage, pas d'économie et le statut de chômeur de Jérémy enfin révélé. Comment a-t-il pu être si cruel ? A-t-elle murmuré.
De la même manière que tu as été cruel quand tu l'as traité de fardeau et que tu as prévu de le parquer, a rétorqué Jérémie. Le vieil homme était plus malin que nous deux. À travers l'écran de mon téléphone, je les ai regardés s'effondrer sur mes vieux meubles. Des meubles qui seraient repartis demain lorsque les nouveaux propriétaires prendraient possession des lieux. Camille a enfoui son visage dans ses mains tandis que Jérémie fixait ma note avec l'expression d'un homme qui avait enfin compris qu'il s'était fait avoir. J'ai éteint le flux de la caméra, j'en avais assez vu. En allant dans ma petite cuisine, j'ai ouvert la bouteille du vin préféré d'Hélène que j'avais sauvé de la maison, un Bordeaux de 2018 que nous gardions pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue. Je me suis versé un verre et je l'ai levé vers la photo d'Hélène. À toi, mon amour. Justice est rendue. Le vin avait le goût de la victoire. Ils avaient appris ce qui arrive quand on mord la main qui vous nourrit. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu, probablement Camille essayant de me joindre par un nouveau moyen. Je l'ai supprimé sans le lire et j'ai complètement éteint le téléphone. En allant à ma fenêtre, j'ai regardé la ligne d'horizon de Lyon peinte en or par le soleil couchant. Quelque part à travers la ville, ma fille et son mari faisaient face aux conséquences de leur cruauté. Quelque part dans mon ancienne maison, ils apprenaient que leur fardeau était devenu leur plus gros problème. Pour la première fois en 2 ans, depuis la mort d'Hélène, je me sentais complètement libre. Je n'étais plus le fardeau de personne. J'étais de nouveau mon propre homme, avec mon propre argent, mes propres choix et mon propre avenir, s'étendant devant moi comme une route ouverte. Henri Dubois avait quitté les lieux et il ne reviendrait jamais. Fin de l'histoire.